Avec Madame Francine Kounda, nous allons parler de maman Alda et de Prancilia, n'est-ce pas Prancilia, sa fille? Bienvenue à vous, Madame la porte-parole. Bonjour, merci. Vous êtes la porte-parole de maman Alda et de Prancilia, sa fille. Hein? Voilà, je viens pour maman Alda, Maunga Gondakoy, et sa fille Prancilia, qui sont pas aujourd'hui au pays, mais au moins on peut commencer à faire ça parce que déjà le 10 juillet, elles sont en train de préparer un grand concert au niveau des showbuzz. Et voilà pourquoi nous sommes venus dire à ça sera le 10 juillet, ça sera un concert de lancement officiel de l'album. Oui, de l'album. Maman Alda est une musicienne, sa fille également. Elles sont aussi porteuses d'un grand témoignage. C'est une surprise déjà. Je ne veux pas. Non, ne dévoile rien ici, faites-la le 10 juillet. Voilà. Donc, il faut déjà vous êtes invité le 10 juillet pour être bénéficiaire de ce que Dieu a donné à ces deux femmes, parce que Prancilia aussi est une femme mariée déjà. Elle s'est mariée cette année. Elles sont porteuses d'un témoignage, un grand témoignage. Alors, c'est 10 juillet, au niveau de Showbuzz, nous serons là pour déguster ce que ces deux-là auront préparé pour nous par le biais du Saint-Esprit. Voilà, ça sera la sortie de l'album. Comment s'intitule l'album? Voilà, maman Prancilia, maman Alda, toutes sont des mamans. Prancilia a 3 singles, mais déjà, elle a parlé de Ma Lettre. Ma Lettre, c'est un témoignage aussi. Elle parle de blessures intérieures qu'elle avait par rapport à des situations qu'elle-même viendra expliciter. De blessures intérieures. Et le Dieu qui sonde le cœur a fait de sorte que cette fille-là soit guérie de ses blessures. Et aujourd'hui, elle a retrouvé la joie. Et elle est une personne normale, une fille normale, une femme normale, comme toutes les autres. Alors, Ma Lettre, son premier single, Ma Consolation. Et le 3e single, c'était... Bon, elle a chanté son mariage. En fait, elle parle d'elle à tous les coups, selon les Voilà, c'est son témoignage. Donc, ces singles, ce sont ses témoignages. Maman Alda aussi a 3 albums déjà sur le marché. Et quand elle vient le 10 juillet, c'est pour... parce qu'elle n'est pas vraiment au Congo. Voilà. Elle vient pour s'intégrer aussi dans le Congo, le grand Congo. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Surtout lorsqu'on bénit Dieu, en tout cas, le peuple vous accueille à bras ouverts. Donc, soyez déjà bienvenus ici au Congo. Ça va se passer le 10 à Showbuzz. Ça va être quoi les conditions? Est-ce que c'est déjà ouvert l'accès aux billets et tout? Oui, le billet déjà, il y a des billets au niveau de Showbuzz. Il y a aussi un point de vente au campus. Au campus, là, il y a une grande communauté, une grande famille, des amis de maman Alda. Et les billets se vendent déjà. Donc, il y a des numéros de contact pour le campus, parce que le campus, il est vaste. Hein? Oui, il y a déjà un numéro de contact, c'est le 081 329 60 05. 081 329 60 05. Donc, soyez nombreux le 10 juillet à Showbuzz, aux heures indiquées sur l'affiche, n'est-ce pas? Alors, peut-être votre dernier mot, avant que peut-être Steve nous propose un semblant d'extrait pour ne pas tout dévoiler, mais juste donner un semblant d'avant-goût pour le dire ça. Voilà, moi je dirais, c'est juste lancer l'invitation à tout le monde, tous ceux que nous suivent. En tout cas, nous aurons voulu venir vers vous à travers B1 pour vous inviter à ces assises. En tout cas, le Seigneur sera au rendez-vous. Ne manquez pas à ce rendez-vous. C'est un grand témoignage, c'est une journée de célébration, une journée d'adoration. Alors venons nous jeter dans cette eau pour... Déjà qu'il y a des témoignages comme ça, Dieu il fait grâce à qui il veut, quand il veut, parfois ça sera aussi votre consolation en vous, parce que vous pensez que vous êtes dans le pire des cas, alors que non, alors que non. Il faut écouter les autres pour vous édifier, n'est-ce pas? Alors Sylvie, tu nous balances quelque chose pour dire au revoir à Francine Kounda, la porte-parole de ces deux mamans? Non, Sylvie ne préfère ne rien balancer, et comme ça le rendez-vous est fixé pour le 10, c'est dans 1 mois exactement, mais on espère qu'on va quand même revenir pour rafraîchir. Oui, nous allons revenir pour toujours rafraîchir la mémoire. Voilà. Dans notre temps, ils peuvent quand même appeler au numéro indiqué. 081 329 60 05. Voilà.
Ne ratez pas. À bientôt. À bientôt. On va parler politique, mesdames, messieurs, avec la sortie de la nouvelle génération consciente. Et nous recevons sur ce plateau le secrétaire exécutif national, il est en charge de la communication et médias. Il porte-parole justement de la NOGECO, Kanono John. Bonjour à vous. Bonjour Madame Julie. Ça va? Ça va très bien, surtout sur votre plateau, ça a toujours été quelque chose de bien. Hein? Mais il y avait une petite disparition et vous revenez sous une casquette, hein? NOGECO, c'est ça. Bon, en fait, il fallait disparaître. Vous savez, en français, on dit il faut reculer pour mieux sauter. Il ne faut pas divaguer et puis aller comme dans l'aveuglette, mais il faut aller de manière claire et précise. Voilà pourquoi nous sommes mis dans des centres de formation, des cercles de réflexion. Finalement, je vous apporte la NOGECO, qui veut dire la nouvelle génération consciente. Nouvelle génération consciente qui vient de voir le jour récemment. Qui vient de voir le jour, la sortie officielle, je peux dire officiellement, la NOGECO a vu le jour il y a de cela 6 mois. Voilà, on a fait notre sortie officielle et puis nous sommes en ordre avec l'État congolais. Nous n'avons pas de problème. Et ça veut dire que s'il faut aller aux élections aujourd'hui, oui, comme c'est 2023, vous aurez déjà une année et donc vous êtes dans le bon. Nous alignons plus de 100 candidats. Wow. À l'élection nationale, l'élection législative et pour les candidats députés nationaux. Ça veut dire que pour la présidentielle, votre choix est déjà fait. Donc pour la présidentielle, le choix est déjà clair. Est déjà fait. Voilà. Vous êtes déjà aligné derrière un Nous sommes déjà alignés. Et vous n'alignez personne d'autre. Nous n'alignons personne, ce n'est un secret pour personne. Nous avons un candidat unique et qui est incontestablement vu par le peuple congolais. Aujourd'hui, si vous allez partout, que vous allez dans l'opposition, dans la majorité, que vous allez même chez les gens qui ne connaissent absolument rien, je pense qu'aujourd'hui, la seule voix des Congolais, c'est Félix Tshisekedi. Ok. On vous le concède. Alors, le parti est structuré, peut-être qu'on peut le comprendre. Vous Exactement. êtes ici et partout au même moment. Comment ça s'est fait? Oui, nous sommes structurés. Nous avons aujourd'hui, sur 26 provinces, nous sommes déjà dans 12 provinces. Donc, vous pouvez comprendre dans 6 mois le travail des titans que nous sommes en train d'abattre. Dans 12 provinces, nous avons des sièges bien identifiés et très bien connus. Et le parti est très bien structuré, comme vous venez de dire. Nous avons l'autorité morale, nous avons le président national, nous avons le secrétaire général, nous avons des secrétaires généraux adjoints, nous avons des secrétaires exécutifs nationaux, nous avons un secrétaire exécutif provincial, le CEP. Il est comme interfédéral. En tout cas, le parti est très bien structuré et nous sommes en train de très bien évoluer. D'ailleurs, dans toutes les provinces où je viens de parler, les provinces sont vraiment actives. Et vous pouvez voir la NOGECO aujourd'hui, je pense que c'est un secret pour personne. Elle n'arrive à pas des géants et dans la scène des compétitivités de partis politiques. Ainsi, comment vous pensez apporter des réformes de la gestion de la chose publique, hein? Apporter des réformes. Nous avons un leitmotiv. Nous disons, Madame Julie, un peuple et un destin. Qu'est-ce que nous avons fait comme étude? Nous avons vu que ceux qui nous ont précédés en politique, et quand ils venaient gérer, ils laissaient leur conscience à la maison. Alors nous, quand nous venons gérer, nous avons un élément très important que nous disons, apportons notre conscience sur la table. Ça veut dire quoi? Le peuple, constitutionnellement reconnu, le peuple est le souverain primaire. Et aussi, le destin, pourquoi? Parce que c'est ce destin que nous voulons former. Si aujourd'hui, nous avons par exemple des difficultés dans le terme où nous ne savons pas faire de choix, nous ne savons pas bien gérer l'État, nous n'arrivons pas à bien avoir des dispositions propres sur la gestion de l'État, c'est parce qu'avant, nous 10 ans avant, il y a eu des gens qui ont très mal géré le pays. Voilà pourquoi nous venons avec ce destin-là pour dire que nous voulons offrir un avenir meilleur pour la République et pour l'opinion. Et nous qui pensions qu'avant vous, il y a eu toujours des gens qui ont très mal géré les pays, c'est ce que se disait tout le temps. Nous qui pensions qu'il fallait attendre que tout se passe d'abord pour que d'autres arrivent. Mais c'est comme si vous sortez de ces gens-là, non? Quelle est la différence? Nous ne sortons pas de ces gens-là. L'initiateur, un jeune, très concis, très structuré. Nous voulons apporter une réforme. Et c'est cette réforme-là que je suis en train de vous dire. Donc, nous ne sortons d'aucune, nous n'avons aucune paire de manches que nous tirons d'une idée de telle ou telle autre personne. Pas du tout. Nous sommes comme cela et nous restons comme cela. Donc, nous ne venons de rien. Nous sommes venus avec des initiatives et des idées propres à nous-mêmes que nous soutenons. C'est quoi, entre autres, vos initiatives et vos idées qui fassent justement votre particularité? C'est important. Voilà, faire la politique autrement. Ça veut dire quoi? Autrement, ça veut dire autrement. Hein? Voilà, ça veut dire autrement. Mais il y a des détails. C'est abstrait. C'est abstrait, il y a des détails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne travaillez pas pour vous-même. Quand vous travaillez pour vous-même, vous n'êtes pas différent de ceux-là qui ont torpillé. Vous n'êtes pas différent de ceux-là qui ont été caractérisés dans le mal.
travailler pour l'intérêt commun, travailler pour l'intérêt général. Comment ça va se faire? Il faut mettre une école de formation. Ça veut dire, avant de devenir, je ne sais pas moi, député, président de la République, ce n'est pas accidentel, ce n'est pas occasionnel. Vous devez passer par 2 formations. Et c'est ces formations-là qui vont vous former, que vous avez une expérience, une expertise, afin qu'on puisse vous désigner pour que vous soyez tel ou tel responsable. Donc ça veut dire que ça ne se fera qu'au niveau de la NOGECO, tandis que les autres ne le feront pas forcément. Il reviendra maintenant au peuple. Déjà les autres ne l'ont pas fait. Je vous jure, madame. 2023, cette parce qu'on disait il n'y a pas d'école pour faire la politique, non? Si, il y a des écoles. Pour devenir ministre, il faut aller à l'école. Mais pourquoi? Ça va être la NOGECO, donc. Alors, à quoi sert les partis politiques? À quoi sert l'école du parti politique? À quoi sert arracher le pouvoir et à conserver. Ah non, pas seulement chercher le pouvoir, mais les gens qui cherchent, qui sont à la quête du pouvoir, doivent être formés, madame. Et si vous n'êtes pas formé, vous allez être un politicien occasionnel. Vous allez être un politicien spontané. En ce moment-là, vous allez prendre des décisions par quoi? Par procuration, parce que les autres l'ont pris, nous aussi nous allons prendre. Mais si vous avez un bagage, si vous êtes passé par une formation, voilà pourquoi au sein de notre parti, il y a ce qu'on appelle l'école du parti, où on vous forme, on vous apprend. Écoutez, quand vous serez demain gestionnaire, voilà à quoi vous devez vous attendre, voilà comment vous devez gérer, à quoi attend la population et quels sont vos devoirs, quelles sont vos responsabilités par rapport aux fonctions qui vous êtes liées. Alors donc c'est ça un peu la particularité. On vous souhaite vraiment un bon succès, parce que c'est vrai qu'entendre les théories, apparemment, on pourrait avoir besoin de vous. Avant de passer à la théorie, avant de passer à la pratique, il faut théoriser. Oui, justement, on vous souhaite bonne chance, mais on sera là pour suivre. Hein. Merci beaucoup, madame Julie. Pour que ça soit autrement fait. Et puis voilà, mais rappelez-nous votre siège et peut-être le numéro de contact. Ok, le siège, c'est au niveau de Beaumarchais, le quartier Beaumarchais, avenue Aérodrome, numéro 26. Nous sommes là, Beaumarchais, commune de Barumbu. Donc c'est là où le siège national se trouve. Mais en dehors du siège national, je vous ai dit que nous avons plus de 12 sièges dans de province. Et nous sommes en train de évoluer comme ça. Je crois que tout le monde, celui qui veut faire la politique de la très bonne manière, il peut passer, il peut venir prendre son adhésion. Et nous ne sommes pas là pour travailler pour les autres. Il n'y a pas des uns qui sont des escaliers pour que les autres montent et pour que les autres s'épanouissent. Non. Tout le monde, venez avec votre contribution. Vous êtes fatigués des politiciens médiocres. En tout cas, nous avons élargi un consensus, une plateforme des personnes qui peuvent travailler pour l'État et nous sommes là. Voilà. Ben, merci beaucoup, merci. À bientôt. Mais on vous garde pour notre sujet de tout à l'heure, après cette transition civile. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Visite royale, quelle retombée sur les relations belgo-congolaises? On a longtemps parlé de ces relations. La question était encore évoquée lors du point de presse entre le Premier ministre belge et le président de la République démocratique du Congo. Ce matin, face à face, 2 Congolais, un de la Belgique, un autre Congolais de la République démocratique du Congo, pour parler de cette question, parce que parmi les phrases que j'ai retenues du Premier ministre belge, c'est que les politiciens ne pourront pas tout faire, non. Les gouvernements entre eux ne pourront pas tout faire, mais il y a aussi des choses que le peuple entre eux peuvent bien faire, genre commercer, n'est-ce pas, des initiatives d'investissement et tout. C'est entre autres de ça qu'on va parler, au-delà de ce qui est forcément diplomatique, tel que les retombées, tels que les résumés qui ont été faits à l'issue de cette visite, parce que finalement le couple royal a atterri à Lubumbashi pour continuer sa mission. Ça veut dire que la phase de Kinshasa, le siège des institutions, s'est bien déroulé, s'est bien achevé hier. Alors ce matin, pour en parler, je disais 2 Congolais. On va dire bonjour à Cheikh Fita. Bonjour Julie et bonjour à... Micro, Cheikh. Ah ouais. Bonjour Julie et bonjour à tous les téléspectateurs de B1 et merci beaucoup pour l'invitation. Ben finalement, j'ai du mal à vous présenter. Vous êtes écrivain, je le sais. Vous êtes Cheikh Fita News, ben finalement.
Je peux me présenter en 30 secondes. Ok. D'abord, je suis philosophe de formation. Voilà. Ensuite, je suis écrivain de théâtre. Ah. Et puis, je suis journaliste et éditeur du mensuel Congolais de Belgique Magazine. Ah, Congolais de Belgique Magazine, ça c'est très bien, on va en parler, on va revenir sur ça. Alors, en face de vous, c'est la Nogeco, c'était un nouveau parti politique. Pourquoi vous ne vous présentez pas aux Congolais de Belgique? Si, nous avons déjà une grande représentation là-bas. Ok. Bientôt, nous allons faire une tournée. Il y a vraiment une très grande fédération là-bas. Ouais. Et je crois que c'est pour le mois prochain que nous allons venir. Je crois que nous allons rencontrer aussi le co-débatteur en face de moi. D'accord. Bon, voilà. Alors, avec vous, on parle justement de la visite royale. Exact. Je sais que Cheikh Fita avait suivi de très près, c'est bien pour ça qu'il se retrouve à Kinshasa. Et donc déjà, dans son magazine, il avait déjà annoncé les grandes lignes, mais il m'avait aussi avoué qu'il attendait que le Premier ministre se prononce, n'est-ce pas, pour que finalement il se fixe très très bien. On verra s'il a trouvé satisfaction à ses préoccupations. Mais de même, les Congolais d'ici ont aussi suivi avec grand intérêt, continuent à suivre, parce que même à Lubumbashi, ils ne vont pas se fermer les oreilles, il faut continuer à écouter ce qui se fera à Lubumbashi, ce qui se fera aussi à Bukavu, n'est-ce pas? Mais on commence par celui qui nous vient de la diaspora, avant que les autres Congolais d'ici, comme Pascal Kambala aussi, nous rejoignent. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez trouvé satisfaction par rapport à vos attentes, Cheikh Fita? Bon, disons pas mes attentes. En fait, les relations belgo-congolaises, c'est un long fleuve qui a commencé il y a plus de siècles, avec des hauts et des bas. Et donc, la venue du roi Philippe, c'est quand même un moment important. Et donc, j'ai suivi son discours que j'exploiterai pour la une du prochain magazine qui sort la semaine prochaine. J'ai suivi le point de presse du Premier ministre Alexander De Croo et j'ai personnellement aussi interviewé en exclusivité sur ma page Facebook. Et je pense que c'est clair, la Belgique a décidé de coopérer dans pratiquement tous les secteurs vitaux avec la République démocratique du Congo. Si je devrais résumer un peu le séjour du roi des Belges ainsi que de sa délégation. On verra quand même les conditions. Il y a quand même des conditionnalités, même si on ne le dit pas clairement, mais c'est vrai qu'il faut certaines stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif, cette décision de coopérer. Alors, on le doit aussi à Félix Tshisekedi parce que c'est lui qui a demandé ça, c'est lui qui a mené cette baraque finalement. Voilà, exactement. Ça, on le lui doit. On le doit. Parce que vous savez, aujourd'hui, on doit reconnaître ça parce que bien qu'il y a beaucoup de comètes de mortels, parfois c'est là qui aiment chanter pour se faire remarquer. Vous savez, aujourd'hui, c'est une avancée vraiment significative. Donc, le roi de la Belgique, quelque chose, je ne sais pas, c'est depuis combien d'années, comme mon co-débatteur à côté a dit, c'est quelque chose qui date de trop longtemps. C'est vraiment une histoire, s'il faut revenir, c'est vraiment antérieur. Et qu'aujourd'hui, le roi et la reine atterrissent à Kinshasa. C'est 12 ans après quand même. Hein? Alors, mais c'est beaucoup. Ouais. Donc, le roi et la reine atterrissent à Kinshasa. Donc, c'est quelque chose qui nous ouvre dans le monde. C'est une ouverture vraiment très... que nous saluons, en fait. Alors, pour ça, le président... c'est aussi ce que le chef de l'État avait dit, parce que lui considère que si la Belgique s'ouvre à nous, c'est la Belgique qui nous propose au monde. Ça, oui, c'est aussi sa conception. Madame, vous savez, aujourd'hui, en plein 21e siècle où nous vivons, c'est difficile que vous puissiez vous fermer, vous entasser dans votre propre case. Parce que le monde a une certaine démarche, l'ouverture au monde. Voilà l'un des piliers de la diplomatie. Et vous devez vous ouvrir au monde. On ne doit pas, comme on avait vu ici récemment dans le dernier régime, on a fermé, plus question, pas de relations, pas ceci, cela, tout ça. Mais vous allez entrer en guerre, vous allez vous développer, vous allez vous nourrir, vous allez vous épanouir, vous seul. Le monde aujourd'hui est donc des connaissanses partagées. C'est un village, hein, le monde là. Voilà, donc il faudrait que vous puissiez ouvrir les frontières. On ne doit pas commencer à se fermer. Voilà pourquoi le président de la République, à un certain moment, les gens commençaient à parloter, à chahuter sur ses déplacements pour dire que non, finalement, ça n'apporte rien, finalement, il n'y a rien. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que après son périple à gauche, à droite et ainsi de suite, tout ça, nous commençons à voir les retombées. Et ça, ce n'est que le début.
Voilà pourquoi nous nous demandons à ce que, si nous lui accordons un autre mandat, nous allons voir maintenant en phase finale les résultats des différents déplacements et des différentes visites ailleurs, à gauche, à droite. Donc ça a commencé déjà aujourd'hui. Ça, c'est la troisième. Avant, nous avons eu les présidents turcs, je crois, et aujourd'hui, c'est le roi de la Belgique. Après, ça sera le pape. Et je crois déjà c'est un signal très fort. Et nous ne devons pas vraiment minimiser cela. Voilà, nous disons bienvenue au roi et la reine au Congo. Je crois qu'après, ça sera Lubumbashi. Après, ça sera au Nord Kivu. Et ainsi de suite, tout ça. Donc, pour nous, vraiment, c'est très significatif. Et nous pensons que la diplomatie est vraiment agissante. Voilà, vous faites bien de dire qu'on renoue les relations et tout, mais je veux qu'on revienne sur le concret, Cheikh Fita. Parce que finalement, beaucoup de secteurs de la vie ont été abordés entre le roi et le président, mais on a entendu aussi le Premier ministre dire qu'il y a aussi d'autres stratégies qui devaient être mises en place. Parce que nous, on a parlé par exemple de la lutte contre la corruption, l'aide au développement. La Belgique est d'accord pour nous accompagner dans la lutte contre la corruption, mais ça peut être un des piliers qui fasse que cette coopération puisse fonctionner ou pas, parce qu'il faut quand même des préalables, il faut des stratégies si vraiment on veut ensemble bâtir ce nouveau monde, cet avenir qu'on veut radieux entre la République démocratique du Congo et la Belgique, n'est-ce pas? Oui, Julie, en fait, la coopération a des paramètres et des normes. Voilà. Et donc, si un pays aussi organisé que la Belgique a décidé de mettre les deux pieds en RD Congo, ça a été préparé, ça a été longuement préparé. Exactement. Le chef de l'État belge, qui est le roi, il ne se déplace jamais comme ça. Et quand il se déplace avec son Premier ministre, avec des ministres, avec toute la presse, c'est que ça a été bien élaboré dans les différents ministères. Quels sont les enjeux? Nous sommes à une période d'une crise économique suite à la guerre qui existe encore entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Et tout le monde a vu donc les faiblesses de l'Union européenne. Et tout le monde a tiré les leçons. Et la Belgique veut tirer les leçons de cela. Mais en dehors de cela, parce que après tout, le voyage ici avait été programmé bien avant. Oui. Donc la guerre est venue après. Ouais. Et la Belgique a aussi tiré les leçons du fait que le Congo est et reste un grand pays riche en matières premières, un grand pays très peuplé et un grand pays qui est aussi donc le deuxième poumon du monde. Oui. Et comme on dit souvent, les États n'ont que les intérêts. Exactement. Et donc, avant de dire ce que nous, on gagne, disons ce que les Belges voudraient gagner. Okay. La Belgique, c'est un pays qui a beaucoup d'industries dans tous les domaines. Et donc, les industriels, ils ont besoin de matières premières. Et les matières premières, il y en a chez nous. Et donc, la Belgique a beaucoup d'industries dans le secteur, par exemple, du transport, beaucoup d'industries dans le secteur chimique, etc. Autant que d'autres pays occidentaux. Attention, la Belgique n'est pas seule. Non, on n'est pas donc, seul. La Belgique, qui fut notre pays colonisateur, était partie de la façon qu'on connaît. Ah oui. Et puis, il y a eu les régimes successifs. Avec Mobutu, à un moment, c'était très bien. Et puis, bof, des hauts et des bas, comme on l'a dit. Mais avec Joseph Kabila, la Belgique était au premier plan parce que la Belgique avait facilité les premières élections. Et donc, espérait tirer les dividendes de ces élections-là. Ah oui, parce qu'il n'y a rien pour rien. Voilà. Et donc, après l'élection de Kabila en 2006, les Belges ont commis une erreur stratégique en ce sens que ils avaient promis qu'ils allaient aider le Congo. Mais ils avaient oublié que l'organisation belge est lourde. Kabila voulait des investisseurs. Les Belges ont promis, mais ils ne les ont jamais amenés parce que ça doit passer. La Belgique, il y a le gouvernement fédéral, il y a le gouvernement provincial, il y a les communes. C'est complexe. Partout, il y a des parlements. Donc, pour que les gens se mettent d'accord, ça prend 1 an, 2 ans. Imaginez un président qui attendent 1 an, 2 ans pour que... Alors, il y a peut-être 5 ans, voilà. Il faut que l'impact soit visible. Dès qu'on est élu, on n'a pas à attendre. Or, c'est ce qui est arrivé, c'est ça qui a amené les Chinois.
Et je me souviens, à un moment, il y a eu même des disputes au niveau du Parlement belge. Ouais. Et Louis Michel, qui fut ministre des Affaires étrangères à l'époque, avait même dit, au moment où nous nous empoignons, les Chinois sont en train de s'installer. Ah ouais. Ils se sont installés longuement, durablement. Qu'est-ce que les Belges ont gagné? Rien. Et donc, la Belgique, il faut aussi le dire, c'est pas comme le Congo. En Belgique, il n'y a pas de mines. Bon, ils ne vivent que de l'agriculture et de leur intelligence. Et donc, là, les mines, par exemple, pour les télécommunications, pour les voitures électriques, etc., les matières premières sont ici. Quel pays normal ne voudrait pas faire des affaires avec un pays où tout cela se retrouve? Et donc, si le roi a décidé de venir, c'est parce que son gouvernement a fait le scan du pays. Il dit, nous avons des problèmes, cherchons des solutions. Certaines solutions sont au Congo, pourquoi ne pas y aller? Donc voilà un peu ce qui a poussé la Belgique à venir. Donc ils ne sont pas venus parce que nous sommes beaux, nous sommes gentils. Ils sont même venus... si nous le sommes aussi, hein? Ah, si c'est rien que pour ça, ils n'allaient pas venir. Non, pas du tout. Et donc ils viennent avec des calculs bien précis. Maintenant, c'est à nous. Est-ce qu'on est suffisamment outillé et préparé pour faire le face-à-face? Bon, ça, c'est une autre question. J'ai envie de balancer cette question à Pascal Kambala. C'est pas que je t'attaque, mais bonjour, hein? Bonjour. N'est-ce pas? Mais c'est vrai que chaque fita est assez précis. Oui. La Belgique a tout à gagner. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce que j'ai compris. N'est-ce pas? Je me permets de le dire. Mais maintenant, quant à nous, parce que dans cette relation gagnant-gagnant, nous, sommes-nous prêts? Merci beaucoup pour l'invitation. Il y a un élément que nous devons comprendre. La RDC était la plus belle femme que tous les pays du monde convoitent. Mais si la belle femme de l'intérieur n'est pas organisée, les gens ne vont pas venir. C'est à nous de capitaliser les nombreuses relations diplomatiques renouées par les chefs de l'État. Vous savez, au-delà de ce que nous sommes au Congo, nous devons montrer que à l'interne, nous acceptons le développement, le progrès social. Il ne faudrait pas que, avec le développement, avec cette relation avec la Belgique, parce que la Belgique a été toujours ici au Congo. Il y a les relations au niveau coopération militaire qui a déjà repris. Ah oui. Donc, il y a beaucoup. Il y a Enabel qui est là, la coopération technique. Mais c'est à nous, Congolais, qui ont besoin de développement. C'est nous, Congolais. Les Belges sont déjà développés. C'est à nous de capitaliser. C'est à nous. Et à nous de mettre des structures. On ne peut pas parler à tout moment bonne gouvernance, renforcement des climats des affaires. Non. Il y a déjà des mécanismes mis en place et nous devons et notre justice. Parce qu'aujourd'hui, si un étranger, un investisseur qui ouvre l'entreprise ici, son entreprise ici au Congo, il était soumis à à quel nombre de fiscalité au Congo? C'est tout ça le vrai problème. Pendant qu'ailleurs aussi, on le fait de 12 ans. Nous créons un guichet unique, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a toujours des vrais problèmes. C'est-à-dire que la grande question, c'est à nous. Il y a beaucoup de pays qui veulent investir ici. Mais les gens se posent des questions. Est-ce que ce pays-là est disposé? Les Congolais ne sont-ils pas hostiles au développement? C'est ça le vrai problème. Parce que quel est le résultat de tout ce que les Belges ont fait ici au Congo? Après les Belges, qu'est-ce que nous avons fait après l'indépendance? Les Belges n'étaient plus ici au Congo, mais c'est nous-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, avec cette nouvelle relation dynamique, le roi est arrivé, le premier ministre était là, mais c'est à nous de prouver que nous sommes sur le chemin du développement. Oui, parce que la norme, elle est elle est universelle. Parce que si le Congolais ne bouge pas, c'est pour de la figuration que le roi, le marketing politique, le roi est arrivé, d'ici là, c'est le pape qui sera là. Mais non, nous devons capitaliser tout parce que les niveaux de pauvreté qu'il y a au Congo, nous devons fonctionner dans le mode d'urgence pour aider efficacement les Congolais, les pays à se développer. Sans cela, nous allons sombrer. Nous allons sombrer. John Kanono, c'est prêt? On y va? Oui, hein, c'est prêt. En tout cas, nous sommes en train de partir. J'ai beaucoup apprécié. On part avec quoi? Nous sommes en train de partir avec d'abord, vous savez, le premier élément, c'est d'abord cette volonté. Après la volonté, il y a l'implication. Parce que moi, j'ai toujours catégorisé. Est-ce que cette volonté-là, c'est à tous les niveaux? Oui, c'est ce que je dis. Mais d'abord, le toniste, le numéro 1, doit donner d'abord cette volonté. Je viens de vous parler ici. Sous la houlette du président de la République, il a impulsé avec
sa diplomatie forte, cette diplomatie agissante. Nous voulons faire l'ouverture au monde. Nous voulons renouer nos contacts où nous avons déjà bloqué, où ça ne marchait pas, où les choses n'évoluaient pas. On a maintenant besoin de relancer, on a besoin de partir, on a besoin de pouvoir prendre ce que nous avons, que nous puissions partir avec quelque part. Alors maintenant, ici, le problème, c'est quoi? C'est que l'intérieur maintenant doit être juste. C'est vrai, c'est bien bon, le roi belge est venu, et ainsi de suite avec tout ça. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Pascal. Mais c'est que l'intérieur aussi, nous maintenant, nous devons être conscients de ça. Parce que les autres peuvent dire que non, il était venu, maintenant après, qu'est-ce que ça fait, Les gens risquent de redonner la faute au président de la République. Vous voyez, c'est prendre de se promener, ainsi de suite. Non, il est venu, il a fait son pas. Il a posé le geste. Il a dit, voilà ce que je veux. Maintenant, nous, est-ce que nous concrétisons, nous intériorisons cela? Est-ce que nous essayons aussi de propulser cela de façon à ce que, voilà, les acquis que nous avons, ce que nous avons ici, nous devons maintenant rendre cela utile. Rendre cela utile de façon à ce que, quand tout le monde vienne, qu'ils comprennent ce que nous devons faire. Ici, je m'adresse aussi à tous les collaborateurs du président de la République, à tous ceux-là qui sont membres du gouvernement, à tous ceux-là qui ont la prise de décision, qui ont la main sur la gâchette de beaucoup de choses pour l'expansion, le développement de ce pays. Est-ce que nous devons toujours continuer avec les histoires des pas de porte? Est-ce que nous devons toujours continuer avec des fiscalités énormes pour décourager les investisseurs? Nous avons combien de structures et de cellules d'appui pour les investisseurs dans ces pays? Il y en a autant. Mais c'est pour quelle finalité? C'est pour quel travail? Ça ne fait absolument rien. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister sur cette conscience qui doit être remise à la place et à la surface de la gestion de la res publica. Et cette conscience-là, si ce n'est pas manifeste, nous allons faire les cercles vicieux. Nous allons recevoir même les papes. Nous allons recevoir même tous les Dieu le Père. Nous allons recevoir même Dieu le Père lui-même venir au Congo. Mais parce que quelqu'un a dit que vraiment, si même Dieu vient maintenant là, il n'est pas très sûr que ça marche. Mais c'est l'organisation. C'est exact. À voir seulement. Qui pensait que sous le régime de Félix Tshisekedi, quand on voit Félix Tshisekedi, on voit l'UDPS, qui pensait que sous son régime, on doit avoir quoi? Avoir des gens qui détournent des fonds publics. Cette affaire des 100 jours, les scandales qu'il y a au niveau de l'EPST, c'est-à-dire qu'on se demande, est-ce que le Congolais n'est-il pas hostile à son propre développement? Voilà. Parce que, moi je me pose la question, est-ce qu'il faut-il toujours tendre la main à l'étranger? Pas du tout. Faut-il tendre la main? Parce que quand le roi arrive, c'est comme si la main était arrivée, la main est tombée. Non, il y a un problème chez nous, Congolais, nous devons le dire en face. Il y a des choses, il y a des actions, il y a des bonnes politiques à mettre en place. Moi, je me pose cette question. La ville est sale, pourquoi? Parce que nous avons les ressources humaines, nous avons les moyens. Pourquoi on n'arrive pas à nettoyer la ville de Kinshasa? Bon, il semble que l'argent aussi, par moment, on vole trop cet argent. Pourquoi on n'arrive pas? Vous avez appris qu'au lendemain de la sortie officielle, l'argent aussi... de 500 000. Donc, c'est ça le vrai problème qu'il y a. Et où est la justice là-dessus? C'est-à-dire que la justice élève une nation. Si la justice reste et le dernier rempart et que la justice ne fonctionne pas, c'est aussi un grand problème. Donc, aujourd'hui, les rois, oui, mais c'est à nous, Congolais, de nous dire, que voulons-nous de notre pays? Nous voulons la bonne gouvernance et travaillons pour la bonne gouvernance. C'est aussi aujourd'hui le rôle des députés. C'est aux députés, l'initiative parlementaire qui est là, de mettre en place, de voter des lois qui vont mettre sur les rails le pays pour que nous développons rapidement. Parce que là, là où il y a la pauvreté, la criminalité est toujours là. On ne peut pas combattre la criminalité tout en développant la pauvreté. Donc, aux députés, il faut prendre des initiatives. Il y en a des initiatives pour pousser. Et au niveau provincial aussi. On ne doit pas regarder. Nous avons voulu la décentralisation. Mais comment fonctionne notre décentralisation? Chaotique. Dis-moi, quel est le rapport de tous les députés provinciaux? Quel est le rapport des gouvernements provinciaux? Aujourd'hui, en RDC, on regarde seulement Lualaba. Pourquoi? On regarde le Katanga. Pourquoi? Bon, sauf aussi quand les députés provinciaux ont besoin d'un peu plus de sous, oui. Ils en veulent au gouverneur et puis il faut se régler les comptes. Oui, alors on rentre en Belgique. C'est vrai que lors de la prise de parole, les prises de parole qui se sont succédées, il y a quand même une question qui revenait sur beaucoup des lèvres. Est-ce que le roi venait pour demander pardon ou pas? D'autres disaient, mais il demande pardon et après, comment il fait pour réparer? Mais ce discours a été quand même balayé du revers de la main par le chef de l'État, avec d'autres critiques aussi, dans tous les sens.
que normalement c'est un passé glorieux et douloureux, mais on ne pouvait pas passer outre et ne nous dire qu'on ne regarde que vers l'avenir. Alors, est-ce qu'en Belgique, cette préoccupation-là aujourd'hui existe encore? Bon, vous savez, nous sommes en 2022. Le pays a eu son indépendance il y a 62 ans. Et la plupart des Congolais, la majeure partie des Congolais n'étaient pas encore nés. Et personnellement, je dis toujours, la vie, c'est avancer. C'est un peu quand vous conduisez une voiture, vous regardez où vous allez. Ah oui. Mais tout en surveillant le rétroviseur. La vie, c'est pas regarder dans le rétroviseur, sinon vous n'arriverez jamais. Il est un fait qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu durant la colonisation. Il est un fait que lors de l'indépendance, il y a eu beaucoup de ratés. Mais est-ce que nous allons perdre notre temps pour toujours à ressasser cela? La Belgique a commencé à nous coloniser en 1908. En 1960, ils sont partis. Regardez ce qu'ils ont fait. Chemin de fer, hôpitaux, écoles, infrastructures, industrie, etc. Église. Voilà. Mais nous, de 60 en 2022, comparons les deux. Qu'avons-nous fait? Parfois, on est pire que le colon. Hein? Ouais. Qu'avons-nous fait? Et pour notre pays, et pour nous-mêmes. Ça doit nous interpeller. Et donc, il est vrai que ce qui avait été fait n'est pas bon. Ça doit être condamné. Mais au jour d'aujourd'hui, quelle est l'urgence? L'urgence, c'est que chacun puisse vivre bien dans un pays qui est autant pourvu par la nature. Le roi l'a dit, un pays grandement riche. Est-ce que nous en sommes conscients? Quand vous allez en Belgique, je vais vous le dire, ce n'est pas un secret, même l'homme le plus pauvre qui n'a pas de boulot, l'État lui paye plus ou moins l'équivalent de 1 000 € par mois. Ça, les gens ne le savent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens travaillent. Il y a beaucoup d'entreprises. Les entreprises cotisent. Les travailleurs cotisent. De telle sorte qu'il y a ce qu'on appelle une aide sociale pour ceux qui ne peuvent ni travailler, etc. Et on redistribue. Ici, au Congo, si on devrait donner à tous les pauvres 1 000 € par mois, c'est combien? Déjà, ceux qui et ça travaillent, viendrait ils ont d'où? quoi? Donc, Oui, c'est ça des vient questions un peu qu'on doit se poser. Les Belges, ils vivent bien grâce à leur travail. Nous devons aussi bien vivre grâce à notre travail. Est-ce que nous travaillons? Paix, justice, travail. Ça fait depuis 60 ans. Ouais. La paix, c'est comme ci, comme ça. Justice, non, la paix, on est en train de... le travail, restons d'abord au niveau de la paix. De la paix, déjà. Et du travail. On ne travaille pas. Vous voulez l'argent sans travailler. Comment le pays va se développer? La plupart de ceux qui entourent le président Tshisekedi aujourd'hui, c'est des gens avec qui on a vécu en Europe. Mais malheureusement, il y en a un bon nombre qui semblent devenus aveugles. Ce qu'ils ont vu là-bas, ils ne viennent pas le non, le ils refaire ont oublié ici. quoi. Et c'est un peu regrettable. Mais n'empêche, il y a eux, il y a tous les Congolais qui voyagent. Quand vous allez à Ndjili, il y a des avions tous les jours. Tout le monde va à l'étranger, ils reviennent, ils voient, ils font quoi ici? Ils disent qu'ils n'ont pas le pouvoir, c'est pas eux qui décident. Non, le pouvoir est multiple. Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir médiatique, il y a le pouvoir du nombre, il y a le pouvoir du travail, il y a le pouvoir économique. Le pouvoir, tout le monde peut avoir une parcelle de pouvoir. Ce n'est pas Fachi le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est le peuple. Chacun de nous a une portion de pouvoir. Mais on fait comme si, bon, nous, on doit être au bord de la route, assis en attendant quoi? Que Fachi a ça là? Non. Donc, il y a en fait, au niveau d'abord de la population, une grande prise de conscience qui doit se faire. Que, nous sommes tous des hommes. Nous avons tous 2 bras, un cerveau, 2 jambes. Avec un peu de jugeote, on peut faire quelque chose. Et s'il y a une prise de conscience au niveau des citoyens, vous verrez que bien des choses vont changer. Et là, entre parenthèses, c'est aussi notre rôle à nous, les médias. Est-ce que nous, ce qu'on appelle le 4e pouvoir, nous utilisons à bon escient notre pouvoir pour contrebalancer le pouvoir politique, pour contrebalancer le pouvoir économique, pour contrebalancer le pouvoir judiciaire?
C'est tout ça les questions qu'il faut se poser. Et donc, le Congolais vit mal. Il vit très mal. D'abord parce que la gouvernance n'a pas été bonne durant longtemps. Ensuite parce que en tant qu'homme, on doit avoir un minimum de réflexe. De dire, naza pe moto. Si vous dites ça, vous verrez la différence entre un homme et celui qui, entre guillemets, n'est pas un homme. Et donc, c'est tout ça. Et ce qui fait que quand on analyse la situation de notre pays, il ne faut pas faire à l'emporte-pièce, tout prendre d'intérêt. Non, il faut bien sectoriser tous les éléments, les analyser minutieusement en profondeur et donner des solutions point par point. Et quand on fait donc la synthèse de tout cela, on voit qu'il y a quand même moyen de se développer. Nous avons toutes les potentialités pour nous développer. Et un des grands objectifs, ça c'est un peu une pique que je lance au président de la République. Il avait dit, un des plus grands piliers de mon régime, ce sera l'homme. Je pense que ça traîne. Voici les hommes. On prend la pub, une petite pause, à tout de suite. Le roi de Belge est venu, il a décoré le tout dernier survivant des anciens combattants. C'était un acte fort, c'était tant attendu. Personnellement, on avait beaucoup travaillé sur le dossier parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties dans l'autre temps. La reconnaissance belge d'antan, finalement, ne parvenait pas à ces pauvres anciens combattants. Finalement, le centenaire a dû bénéficier de cet honneur. Ben, tant mieux. Il y a eu, à titre symbolique, le patrimoine culturel qui est en train de rentrer en 73 ou 4. Ça commençait déjà à rentrer. Cette fois-là, c'est quand même un coup d'accélérateur parce que bon, finalement, le 25, en principe, le directeur de l'Institut des musées nationaux doit aller de l'autre côté pour commencer à faire le répertoire. Qu'est-ce qui a été volé? Qu'est-ce qui a été pris de force? Ben, qu'est-ce que les Belges eux-mêmes de Tervuren avaient acheté? Parce que tout ça aussi, il faut dissocier. Bon, il y a eu des panels avec des femmes, sur les questions des femmes, sur la culture, tous ces aspects. Mais on rentre quand même peut-être un commentaire sur les grands moments avant de revenir sur l'homme. On n'a pas oublié un chèque fita, l'homme. Pascal, rapidement. Moi, je salue la présence du roi de Belge et puis cette décoration vis-à-vis de notre compatriote, notre papa. 100 ans d'existence, déjà, ça va. Et la reconnaissance. Et pour l'histoire, on doit l'enseigner. Enseigner que les forces publiques ont servi la Belgique pendant la guerre mondiale. Quand on parle de l'homme, on était des vaillants. On était des vaillants. Et par rapport à ce qu'on a dit, le regret du roi, moi je pense que, regardons nous-mêmes, nous, Congolais. Qu'avons-nous fait? Vous, hommes politiques, vous vous réunissez, vous nommez des gens des mandataires publics. Vous êtes nommé mandataire, vous arrivez, vous ne payez pas les travailleurs. Vous transformez l'entreprise en un goulag. Vous n'êtes pas pire que les Belges. Donc, oui, les Belges ont commis des fautes regrettables. Mais disons-le nous aussi, quelle était cette colonisation qui a été gentille ou quand les gens faisaient des bisous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons regarder de l'avant. Parce qu'on ne perçoit pas. C'est le roi de Belge. Je peux dire, les colons est de retour au pays. Sous une autre casquette. Mais on ne va plus parler colonisation. On parle maintenant affaires, relations. C'est à nous, Congolais, d'en profiter. Parce que quand on parle de la Belgique, l'Union européenne, le cœur de l'Union européenne, c'est en Belgique. C'est en Belgique. C'est-à-dire que, comme a dit le chef de l'État, si la Belgique vous adopte, c'est que les autres pays vont aussi vous adopter. Donc c'est à nous de capitaliser cela. C'est à nous de fonctionner comme un État normal. C'est aux députés, aux sénateurs de voter des lois qui poussent la RDC de l'avant. C'est à nous de réorganiser notre armée. Regardez ce qu'a dit le Premier ministre belge. Que la Belgique est disponible aussi à aider le Congo à faire respecter ses frontières. Mais c'était quoi la condition? On a dit au Congo de réclamer le respect de son intégrité territoriale. Alors apparemment, nous, c'est comme si on balbutie encore. On ne sait vraiment pas, est-ce qu'on est vraiment attaqué? Est-ce que c'est la diplomatie seulement? Est-ce que... C'est à nous de mettre la bonne gouvernance. On ne peut pas attendre. Vous savez, cette histoire ici, où partout, il y a la patrie financière de l'IGF. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a un Congolais qui est là, au coin, là, qui veut voler. Puis il faut mettre la sentinelle qui est là pour éviter qu'il y ait vol.
à ces niveaux. C'est pour ça qu'on ne peut pas se faire respecter. Ah oui, on ne se fait pas respecter. Et quand les gens volent, ils vont où? Ils vont en Europe pour acheter des appartements. Ils ne veulent pas construire dans leur propre pays. C'est-à-dire que des fois, l'homme blanc s'est dit, mais attendez, c'est quelle population, c'est quel dirigeant? Qu'avons-nous, les Congolais, quel type de dirigeants? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudra montrer à votre partenaire, vous qui êtes dans la politique, nous, population, que les Congolais sont tournés vers le progrès social. Nous voulons créer un état de droit, véritablement un état de droit. Nous voulons créer où on respecte la bonne gouvernance. Nous voulons créer un état où l'enseignement est de qualité, surtout l'aspect enseignement. Oui, parce que c'est le socle. Hein. Autrement, on ne sera jamais traité d'égal à égal et le discours de Lumumba sera vain. John Kanono. Moi, je pense que je vais aborder cette réflexion avec une anecdote. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Les Chinois sont venus. Ils ont trouvé 3 Congolais. Les Chinois ont proposé au premier Congolais. Il a dit... Il y avait combien de Chinois? Il y avait toute une panoplie de Chinois. Ils sont venus avec leur entreprise. Okay. Ils ont proposé aux Congolais. Ils leur ont dit ceci. 3 Congolais. Le premier, pour ce travail que tu veux commencer à travailler, tu penses que je peux te payer combien? C'est un travail de charroi. Il a dit, moi je pense que tu peux me payer $1 500. $1 500, contrairement à ce que moi j'ai appris. Il part chez le deuxième. Le deuxième lui dit, bon, tu peux me payer $500. Il part chez le troisième lui dit, mais si tu me donnes même $50, je vais prendre, il n'y a pas de problème. Alors par là, on comprend quoi? Que le Congolais n'est pas un. Les Congolais n'est pas un. Voilà pourquoi vous avez des commandements qui se fragilisent. La chaîne de commandement n'est même pas respectée. On vous infiltre à gauche, à droite. On peut vous combattre de loin. On dit que maintenant, écoutez, la RDC, c'est un pays qui est potentiellement riche, son sol, son sous-sol, etc. Tout ce qu'on a appris. Mais quand les gens viennent, ils voient, oh, passoire. Voilà pourquoi, moi, j'aimerais, permettez-moi, à travers la Nogéco dont je porte l'écharpe, nous sommes en train de parler de la conscience. La conscience doit être remise sur la surface de la gestion du quotidien de l'homme congolais. Quand nous n'avons pas cette conscience-là, nous les laissons à la maison, nous venons servir l'État. On laisse à la maison. Ah, on laisse à la maison, oui. Donc ça veut dire quand on va à l'église, on laisse à la maison. Hein. Parce que même dans l'église, mais je vous dis, il n'y a pas de conscience. À l'époque des années 60, nos parents nous disent qu'il n'y avait pas beaucoup d'églises. Mais les gens se comportaient bien. Les gens vivaient bien. Un autre parent pouvait reprocher l'enfant de notre parent. Un enfant pouvait dire que non, ça c'est mon père, même s'il n'est pas biologiquement mon père. Les gens avaient cette éthique et cette moralité. Mais où on a perdu? Inversion de valeurs. Voilà pourquoi dans cette communauté-là, nous sommes en train de dire, non, rappelons un peu, rappelons cette conscience. Que cette conscience soit remise sur la surface. Avant de poser tel acte, avant que vous soyez gestionnaire de l'État, ayez votre conscience sur table. Pourquoi? Parce que ces peuples méritent mieux et méritent beaucoup. Peut-être qu'avant même qu'on vous désigne, on devrait voir votre conscience. Ah, mais oui, hein. Parce que la conscience se palpe, non? Oui, ça se palpe. Parce qu'on dit quoi? La probité morale. Ah, on va voir votre cursus, on va voir votre parcours, on va voir ce que vous êtes. Mais moi, je me pose plusieurs partis, les partis politiques qui sont plusieurs. Mais pourquoi ils ne sanctionnent pas? Vous voyez quelqu'un qui se noie dans la mégestion. Vous voyez quelqu'un qui... Parce que quand, par exemple, on dit tel a volé, c'est qui? Ressortissant de tel parti, mais ça fait mais il rétrocède au parti. Le parti a besoin d'argent pour les partis ont besoin d'argent. Voilà pourquoi. C'est connu qu'il y a des partis politiques. Le MPR a puisé dans les entreprises publiques. L'autre parti qui a pris, le PPRD, disons, le PPRD a puisé dans les caisses de l'État. C'est connu. Voilà. Et même c'est pareil. Aujourd'hui aussi, si l'UDPS puise dans les entreprises publiques, c'est encore mauvais. On ne doit pas le tolérer. Voilà pourquoi nous disons que... Tape. Voilà pourquoi nous disons que les partis devraient sanctionner. À vous qui parlez de la conscience, on a des tout petits qui sont en visite chez nous, hein, chaque FITA. On espère quand même qu'avec le plus petit, on peut déjà travailler sur cette conscience pour avoir des Congolais sains. Bonjour les amis. Bonjour, prenez place. Hein, voilà. Tant qu'on ne les invite pas, ils attendent. Hein. Voilà. Mais avec les plus grands, c'est compliqué. Voilà, ils sont en visite. N'est-ce pas? Regardez là-bas, vous retournez, vous regardez par là, vous pouvez faire des coucous aux amis qui sont à la maison, n'est-ce pas? C'est vrai, voilà. Rapprochez-vous, venez. C'est comme ça, des visites guidées. Ça aide aussi les tout-petits à s'inspirer. Ils peuvent se dire, on avait vu une dame là qui parlait du roi et de la reine. Moi aussi, j'aimerais devenir journaliste. Oui, déjà, alors, pas journaliste pacotille, journaliste consciencieux. Justement. N'est-ce pas? C'est de ça dont on a besoin. Exactement. Pour la survie. Il parle anglais, hein? Hello. How are you?
Oh, thank you. Voilà. Donc, les amis, si vous avez fait des coucous à la maison, papa, bonjour. Bonjour, maman. Ah. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Voilà, ça nous fait du bien quand vous passez. Ça nous détend un peu, on parlait tellement politique. Bon, always. Aïe, ok, à bientôt, au revoir. Mais justement, vous voyez par exemple les enfants comme ça. Ouais. Il faudrait à leur âge Voilà. déjà leur expliquer les... J'espère qu'on leur enseigne Lumumba. Lumumba, Kasavubu, Kipamvita, tout ça, tout ça. Ah. Ne les apprenez seulement pas Jeanne d'Arc, ne les apprenez seulement pas Simone de Beauvoir. Oui. Dans le programme, et déjà, Exactement. Nous aussi, nous militons pour que ça soit inséré de manière régulière. Voilà, donc j'étais en train de dire des enfants, par exemple, comme ça, c'est qu'on doit leur apprendre la notion de la conscience. Vous savez, aujourd'hui, des cours comme l'éducation civique et morale, ça devrait être des cours à haute pondération. Oh, mais comment? Mais ça devrait être des cours à haute pondération, madame. Ce sont des cours auxquels, si vous échouez, vous reprenez l'année. Oui, pourquoi? Parce que le Congo, ici, comme j'étais en train de dire, vous avez beau être mathématicien, mais sans trop de mathématiques, trop d'économie, de macroéconomie, de ceci, cela. Mais le vol intelligent, comme nous l'avons entendu. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas la conscience. Et si je me dis que nous n'avons pas un autre endroit où aller, nous n'avons que la RDC, nous n'avons pas un autre pays sauf la RDC. C'est ce pays que nous avons. Nous allons le défendre, nous allons tenir son flambeau, nous allons mourir comme nos FRDC sont au fond là-bas. Il meurt jour et nuit. Malgré qu'il apprend que son ami qui était allé 5 minutes avant lui est mort, il dit, pour ma nation, je dois encore tenir les flambeaux. Entre-temps, il apprend que celui qui est aux commandes là-bas, lui, il se tape des villas, des villas. Lui, au front, il ne mange même pas. Voilà pourquoi, Madame Julie, nous sommes en train de lancer un coup de gueule. Nous sommes en train d'interpeller, n'est-ce pas, à tous ces gens qui sont très mal intentionnés, qui sont dans les institutions, qui sont à gauche et à droite, qui sont en train de vouloir déstabiliser les institutions de la République. Cette fois-ci, nous allons faire appel aux esprits. Nous allons faire appel aux esprits. Parce que les esprits... avec tous les patrimoines qui sont en train de avec se tous les situer, patrimoines les esprits reviennent. Ils seront démasqués. En tout cas, les soukous sont servis. Hein. Ah oui, ils seront démasqués. Parce que celui qui est revenu là, on s'en servait lorsqu'on était malade. Hein. Ils seront bientôt démasqués. Parce qu'on en a marre. Ouais. J'imagine une maman, une dame. Mais cette histoire continue, c'est depuis des années. Je vous avais expliqué un autre jour ici. Ça, ce n'est pas comment relater. On prend une maman. On prend un homme, on prend sa femme, on le met derrière le dos de son homme. On commence à violer cette maman-là sur le dos de son homme. Et l'homme est en train d'écouter comment on est en train de violer sa femme. On finit, les enfants regardent, on tire à bout portant. Les enfants regardent comment on tue les papas et la maman pour avoir fait quoi. Mais toujours à cause de ces histoires ici, c'est comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, puisqu'on a détecté, qu'on a compris que le gouvernement rwandais est derrière tout ce soutien des M23. Moi, je pense qu'il n'y a plus de pitié. En diplomatie, il y a deux principes. Le principe de la paix et le principe de recours à la force. Puisque la diplomatie n'a pas marché, je pense que le recours à la force, les forces armées en ont les capacités, en ont les potentialités. Le président de la République en a ce tonus. Et nous, peuple, nous avons cette détermination à être derrière les FARDC. Même si nous ne savons pas comment toucher les armes, nous allons les toucher. Tout simplement pour garder et sauvegarder l'intégrité nationale. Parce que nous n'avons que ce pays, et c'est ce pays sur lequel nous allons nous battre. Alors, quand on parle de l'homme congolais, j'ai envie de demander à Cheikh Fitalu qui évolue à l'étranger, comment ça se passe maintenant? Quelle est la perception? Est-ce qu'on continue à se gêner du Zaïrois d'hier, qu'on savait sapeur, voleur, tricheur, ou maintenant c'est le Zaïrois, le Congolais, vaurien, incapable? La traîne, c'est qui le Congolais aujourd'hui? Bon, il faut reconnaître que l'image du Congolais a beaucoup évolué en Occident. Je prends juste l'exemple de la Belgique où je vis depuis 20 ans. S'il y a des citoyens d'un pays qui sont visibles sur la place publique pour revendiquer le changement chez eux, la première communauté africaine, ce sont les Congolais. Ils sont omniprésents, que ce soit pour réclamer le processus électoral, que ce soit pour réclamer donc, la fin de la guerre. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui et demain, il y a à Bruxelles, Paris et Londres des mobilisations contre la situation. Ceux d'ici disent, vous réclamez là-bas parce que vous mangez des beefsteaks, venez réclamer ici.
Non, chacun fait ce qu'il peut faire là où il est. Hein. Donc, ceux qui sont ici, s'ils veulent, les jours où ils iront là-bas, ils vont se rendre compte de ce qu'ils feront. Ceux qui sont là-bas, quand ils viendront ici, ils feront ce qu'on fait ici. Là c'est un fort problème. C'est-à-dire que l'image du Congolais a beaucoup évolué. Au moins, tout le monde est d'accord que le Congolais, dans le monde entier, se bat pour sa patrie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui unit les Congolais. Bon, bien sûr, quand j'arrive ici, je constate que malheureusement, notre image, à nous qui vivons à l'étranger, n'est pas très bonne. Diaspora, et donc, on met tout le monde dans le même sac. Mais il faudrait qu'à un moment, c'était bon, on dit ceux de la diaspora revenaient pour bâtir, mais c'est peut-être ceux qui sont revenus, entre guillemets, comme politiciens qui ont un peu essayé de Oui, faire il faut reconnaître que le Congolais qui est à l'étranger est à l'image du Congolais qui est ici. Exactement. Donc, on ne les a pas créés là-bas. Ce sont les mêmes qui sont partis d'ici. Ceux qui avaient leur tard d'ici sont partis avec leur tard. Les plus intelligents ont pu se refaire un autre profil. Mais les autres, bon, ils sont restés Congolais, quoi. Et en fait, le vrai problème du Congolais, ce n'est pas à l'extérieur, c'est ici. Et on a parlé beaucoup de la mauvaise gouvernance, de la corruption, etc. C'est ici. Quand vous prenez les 20 dernières années, bon, il y avait l'impunité. Il est impérieux que le régime Tshisekedi mette fin à cela. On a vu, il y a des signaux positifs, il faut le reconnaître. Il y a des signaux pour que les gens ne volent plus comme ils volaient et pour qu'un jour ils volent plus du tout. Mais ça, c'est impossible. Dans le monde entier, les politiciens volent. Là, il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, mais en même temps, moi, j'ai insisté toujours parce que souvent, quand on analyse la situation d'un pays, les gens pensent que c'est désarticulé. Non. Il y a une compénétration de plusieurs domaines dans la marche du pays. Si vous avez un président de la République qui dit « fini le vol », ça va se répercuter au fur et à mesure vers le bas. Mais le mot d'ordre politique ne suffit pas. Il y a un deuxième levier qui est le levier que nous avons ici en ce moment, c'est le levier médiatique. Ajouter à cela les réseaux sociaux où il n'y a plus de secrets du tout. Ce sont des outils qu'on doit employer à bon escient. Il y a eu trop de corruption, il faut dénoncer. Il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui aient des millions et d'autres qui n'ont rien. Dans un pays comme celui-ci, ce n'est pas normal. Il faut les dénoncer dans les normes, de telle sorte que dans la tête des gens, ça puisse commencer à changer. Parce que le changement, il est dans la tête. Le changement ne vient que quand il y a une sanction, positive ou négative. Tu travailles bien, on te paye bien. Tu voles, on te met en prison. Or, tu voles, on ne te met pas en prison. Tu travailles, on ne te paye pas. Vous voyez, on a inversé les sanctions. Et avec ça, quand ça s'installe, ça se gangrène, ça devient vraiment comme des racines. Et effectivement, notre pays, nous sommes très, très, très corrompus à pratiquement tous les niveaux. Tous les niveaux. Il faut vraiment une bonne analyse, catégorie par catégorie, pour dire chez les enseignants où se trouve la corruption, chez les magistrats où est-ce que ça se trouve, chez les journalistes aussi où se trouve la corruption, chez les politiciens. J'ai vu ça partout. Mais chacun, parce que lui, il est bien, il parle des autres. Alors qu'il faut vraiment que... Les gens se sont tous révélés justifiés. Oui, on se regarde en face, on se dit non, dans nos secteurs respectifs, la corruption est là. Essayons d'améliorer, mais j'insiste, il y a des sanctions positives ou négatives. S'il n'y a pas de sanctions, ça va continuer. Et donc, plus il y a des bons gens, des gens qui travaillent bien, qui sont récompensés, plus les gens voudront imiter les bons. Mais si les mauvais volent, ils deviennent riches, les gens vont imiter les mauvais. Je pense que c'est ça le combat actuellement par rapport à nous, Congolais, face à la corruption. Il faudra, je prends déjà la parole, il faudra une prise. Il faudra une prise de conscience au niveau. Moi, je pense qu'au niveau de l'acteur politique, parce que un pays qui n'a pas d'acteur politique digne, ces pays-là, c'est difficile d'évoluer. Partout ailleurs, l'histoire des pays, vous verrez qu'il y a eu un monsieur qui a dirigé tel pays et qui a fait avancer le pays, mais qui a été accompagné aussi par la classe politique. Mais la grande question, la population n'a pas de problème. Oui, peut-être notre responsabilité secondaire,
Mais la responsabilité... vous êtes dans le camp de la population. Oui, oui, moi je suis du camp de la population. Notre responsabilité, c'est... Moi aussi. Oui, mais la responsabilité première, c'est la classe politique. Aujourd'hui, quand on parle de la 5e République en France, ça fait référence à tel président. Aujourd'hui, si on parle de Washington, on sait ce que Washington a fait. Mais ici, chez nous, dans notre pays, tel régime, quels étaient les comportements de telle classe politique? En tel régime, quels étaient les comportements? Actuellement, quel est le comportement de la classe politique? Mais nous, c'est presque aussi les mêmes personnes. Les mêmes personnes. C'est-à-dire que j'ai été communiste, aujourd'hui je deviens capitaliste, je deviens socialiste. Et on trouve ça normal. Parce que si on n'a pas des leaders éclairés, si on n'a pas des leaders visionnaires, si on n'a pas des leaders qui ont l'âme, qui ont l'amour de la population. Vous savez, moi, il y a un politicien qui est en prison qui m'a dit « Peuple a souffert à caca ». Il faut que ma politique qui est en prison à l'étranger. Voilà. Il m'a dit ça. Oh, Pascal, peuple a souffert à caca. Il faut que ma politique va se retrouver. Je me suis dit, mais attendez, c'est quelle logique? C'est quelle logique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut renverser la tendance. Je suis là, mandataire public, c'est pour servir la nation, c'est pour servir la République. Aujourd'hui, nous parlons de cette relation RDC-Belgique. Quand les Belges nous restituent les restes du corps de Lumumba, en reconnaissant ce qu'il a fait pour le pays. Bravo pour nous, Congolais. Mais Lumumba, dans la fait, il faut lire son discours le jour de l'indépendance. Il a dit quoi? Nous allons montrer au monde, quand l'homme noir est libre, comment il va changer le pays. Mais nous avons été libres. Quand avons-nous fait de notre pays? Oui, de ces 62 ans. En il y a tout cas, des gens qui vont dans les entreprises en pour voler, il y a des trafics d'influence, les gens, c'est la racaille qui, au niveau de la gestion des choses publiques. Et c'est ça le vrai problème. Si nos députés, moi j'en appelle toujours aux députés, aux sénateurs, les gens ne voient pas bien. Si dans le brouillard, les gens restent dans le brouillard, le Congo risque encore de sombrer. Alors nous devons quitter cet état-là, nous devons mettre des lois où tout le monde respecte. Parce que si, imaginez-vous, un ministre respecte, il ne prend pas la deuxième bande, il respecte. La population va prendre ça pour exemple. Oui, mais si l'homme politique, le mandataire public qui passe, qui viole les lois, qui ne respecte pas, et vous invitez la population à respecter. Les gens vous disent niet. Je vais donner juste une petite précision. Quand je critique le peuple, je ne dis pas que c'est le peuple qui est à la base. J'ai dit chaque catégorie. Oui. Parlons des politiciens. Oui. Il y a 3 ans, c'était un autre qui était au pouvoir. Oui. Est-ce que le comportement des politiciens congolais est le même aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Il y a eu changement. Et donc, ça ne change pas vite, bien sûr. Changement notable. Non, il y a eu changement. En ce sens que le régime actuel permet plus de liberté. Moi, j'ai fait 19 ans d'exil. Je ne revenais pas à cause de mes écrits. Hein? Ça, c'est des livres que j'ai écrits de l'étranger. Et donc, c'est pour dire que quand il y a un moindre changement qui est bon, prenez le bon côté et sautez dessus. Et le régime actuel permet beaucoup de liberté. D'ailleurs, dans un de mes éditoriaux, j'avais dit la liberté est telle que ça va même vers donc, le libertinage, vers le désordre, tellement la liberté est là. Mais cette liberté-là, cette liberté n'était pas là. Hein. Ah, il ne faut pas que les gens deviennent amnésiques. Même. Donc, au niveau du sommet, déjà, il y a quelque chose de bien. Et je dis, la vie d'une nation, il y a contrebalance de plusieurs pouvoirs. Les journalistes, maintenant, ils ont plus de liberté. Quand moi j'écris, j'écris un éditorial, personne ne va m'empêcher de l'écrire. Hein, ça ne pouvait jamais entrer ici. Et avec vos mots à vous. Oui, voilà. Ça n'entrait jamais au Congo, ça. Hein. Maintenant, ça entre. Je mets partout. Et je sais que les conseillers, quand ils disent « Ah, Cheikh Fita a écrit », et d'autres écrivent, et dans leur tête, ils se disent « Ah, ça, il ne faut plus faire ». Une parenthèse, une fois j'étais avec un gestionnaire, il disait « Ah, avec Fachi ici, tu vas faire ça, ça te regarde ». Personne ne lui a dit. Donc, prenons ce qu'il y a déjà. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà un début. Mais est-ce qu'on va attendre que les politiciens soient des saints pour qu'au niveau de la population, nous-mêmes, on puisse changer? Le changement, c'est la population qui l'impose.
Et maintenant, quand on prend par exemple un exemple bébête, pour arriver ici, j'ai quitté chez moi il y a très longtemps. Très longtemps, j'ai fait 2 heures de temps. C'était pas Fachi qui était sur les routes. Hein. Biso na biso kaka. Vous comprenez. Biso na biso kaka. Et qui a fait quoi pour permettre à l'autre d'avancer? Donc, la part de ce que vous dites. Et c'est votre dernier mot. Hein? Exactement. Oui. La part de ce que vous dites, moi je pense que nous pouvons renvoyer ça à l'État. Pourquoi l'État? Parce que l'État doit imposer des réformes appropriées aux véritables préoccupations des Congolais. À travers de ces préoccupations, j'entends des programmes appropriés. D'abord pour les enfants, parce que vous savez, je peux dire les générations qui nous ont précédés, et peut-être notre génération, est très inquiétante pour le développement de ces pays. Parce que nous sommes fruits, et les autres aussi fruits de cette gestion calamiteuse. Vous le connaissez, vous le savez. Il n'y a pas eu un bagage où vous pouvez dire que voilà, je suis conscient devant mon peuple, si ce n'est le fouet pour qu'une personne être rétablie à l'ordre. On peut interdire, on dit ne vendez plus ça, 2 mois, 3 mois après, les gens vont revendre. Donc tout ça, ce sont des tralala. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Imposer des programmes adaptables aux situations réelles des Congolais. Mais nous avons le PST, nous avons le SU. Qu'est-ce que ça fait comme programme? Alors, ces enfants-là, par exemple, ceux qui viennent d'être ici, nous leur imposons la démarche à venir de notre pays. Nous voulons quoi de la RDC? Commençons à sélectionner des choix présents. Des choix présents, s'il vous plaît. Aujourd'hui, quels sont les choix que nous allons faire? Parce que si nous sommes en train de décrier, comme nous sommes ici, nous trois, nous avons parlé de la mégestion, nous avons parlé de la corruption, nous avons parlé de ce qui ne va pas. C'est pourquoi? C'est parce que 50 ans avant nous, 15 ans avant nous, 10 ans avant nous, il y a de ceux-là qui ont fait de mauvais choix. Nous, à travers la NOGECO, nous disons ceci. Nous créons un cadre des personnes qui ont envie de poser des actes justes pour que la République leur soit reconnaissante 10 ans, 20 ans, 15 ans après. Voilà pourquoi nous mettons l'élément conscience. Alors, prenons maintenant ces programmes-là, donnons-leur à cette génération. 10 ans après, ils seront reconnaissants. Ils diront qu'en tout cas, il y avait des gens qui avaient fait des bons choix et qu'aujourd'hui, nous en sommes bénéficiaires. Voilà pourquoi nous parlons d'un peuple et d'un destin. Question de choix, n'est-ce pas? Pascal, 30 secondes. Juste un appel à nos compatriotes, nous Congolais, la prise de conscience. Ouais. Au-delà de toutes les relations qu'on peut, belgo-congolaises, France, RDC, États-Unis, RDC, s'il n'y a pas de prise de conscience pour développer les pays, nous allons sombrer. Cheikh Fita. Bon, disons que là, je les rejoins l'un et l'autre, en ce sens que la prise de conscience n'est pas spontanée. La prise de conscience doit être impulsée par l'État. Ça a un coût. Il existe des programmes d'éducation qui n'arrivent pas à la base. Elle a fait du théâtre avec moi il y a très très longtemps. Moi, j'ai commencé au Katanga. Je suis arrivé ici. J'ai joué dans une école secondaire. Les gens parlaient en même temps que nous. Moi, je dis, c'est pas possible. On ne peut pas faire du théâtre dans le bruit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écrire des théâtres pour enfants. Okay. On a joué 1 année, 2 années, 3e année. Les petits avec qui on avait commencé, ils savaient ce que c'est le théâtre. Okay. Et ça a pris durant des années. Et ça a un coût. Et l'État est en devoir. Et là, les ministères concernés, le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse, de la Culture, de l'Information, devraient prendre le taureau donc, par les cornes pour ça. Voilà, c'est le langage d'un expert, n'est-ce pas? Merci à vous pour ces échanges. Merci aux Congolais qui nous ont suivis, parce que c'est important pour nous d'abord. Nous ne donnerons que ce que nous avons. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.